Le 4 novembre 1918, 7 jours avant l'armistice de la Première Guerre, mourait tout près d'ici, au nord du Cambrésis, un poète devenu classique qui occuperait une place très spéciale dans certains de mes petits écrits. J'ai nommé Wilfred Owen. À l'occasion du centenaire de sa disparition, l'Université de Valenciennes prolongea les manifestations du 4 novembre 2018 par un colloque de 2 jours intitulé Owen in France, Owen and France. Issu en majorité du monde anglo-saxon, mais infiltré par quelques chercheurs et amateurs francophones, au nombre desquels figurait votre serviteur, les spécialistes du poète y accoururent en gros bataillon. Beaucoup parmi vous savent que je partage avec notre secrétaire perpétuel un pédigré de germaniste plutôt exotique dans nos rangs. Celui-ci étant d'avis que ma communication valenciennoise pourrait rencontrer quelque intérêt parmi notre assemblée, j'ai donc adapté mon propos, drastiquement réduit, en fonction d'auditeurs pas nécessairement anglo-compatibles et surtout peu familiers de la biographie et de l'œuvre de Wilfred Owen. Cette petite mise au point excusera, je l'espère, l'intrusion dans notre précaré d'un auteur anglais qui, s'il pouvait encore défendre sa cause, pourrait à bon droit invoquer son authentique francophonie. Car le premier séjour d'Owen en France, séjour civil s'il en fut, entre 1913 et 1915, exerça sur la suite de sa carrière littéraire une influence déterminante. Et puis, en me lisant, c'est aussi Barthélemy Dussert que vous avez invité à siéger ici, comprenne qui pourra. Aujourd'hui, je tenterai de développer la réponse que je donne à une question récurrente, sinon obsédante, du moins pour moi. Comment la poésie et plus largement la parole de Wilfred Owen, voire, et c'est l'enjeu de cette communication, toute parole poétique, peut-elle traverser le temps, franchir les frontières de langue et parvenir jusqu'à nous, lecteurs, sans presque rien perdre de son urgence, de sa force de conviction et surtout de sa musicalité, porteuse d'une émotion à la fois datée et intemporelle. On le verra, cette survie demeure menacée par les réductions, les gauchissements et même divers détournements, lesquels ont varié au fil des décennies. Mais en tout cas, si l'on peut parler de survie dans le cas de Wilfred Owen, c'est très certainement à sa parole qu'il la doit. Car sa carrière militaire, entamée en août 1915, n'a en soi rien de très extraordinaire, du moins jusqu'au 4 novembre 1918. Owen n'est d'abord, et ça peut dire, guère pressé de courir sous les drapeaux. Il n'est que de mentionner cette lettre du 28 août 1914, écrite depuis Bagnères de Bigorre, peu après sa rencontre avec le poète symboliste français Laurent Taillade. Alors, c'est vrai. Face à cette défloraison de l'Europe, je sens ma propre vie d'autant plus précieuse et plus chère. Il est sans doute vrai que les canons vont pratiquer un peu de désherbage utile. J'enrage de chagrin à l'idée que les esprits qui eussent dû surpasser une civilisation de 10 000 ans vont être détruits et que leurs corps, produits d'une éternité de sélection naturelle, vont être dissous pour payer les statuts d'hommes politiques. Je regrette moins le sort funeste des réguliers anglais que celui des armées françaises, belges, voire même russes ou allemandes, car les nôtres sont tous des Tommy Atkins, de pauvres bourgs, tandis que les armées du continent comptent dans leur rang les meilleurs cerveaux et les plus beaux tempéraments de ces pays. On mesure à quel point notre homme ne relève ni de la catégorie des va-t-en-guerre, ni de celle des patriotards étroits. Quant à l'ébauche d'internationalisme, elle se tempère aussitôt d'un militisme flirtant avec le mépris de classe. Owen, pourtant fils d'un modeste sous-chef de gare, s'inclut d'autorité avec un brin de volontarisme dans la caste des intellectuels. Tout cela changera bien sûr avec le temps et l'expérience du combat, mais en attendant, le cheminement sera lent. On n'en a d'ailleurs pas fini d'effectuer le tri parmi les successives motivations avancées par Owen pour justifier son engagement, dont la défense de la langue anglaise n'est certes pas le plus convaincant. D'un point de vue chronologique, on doit aussi considérer les périodes restreintes qui bornent la carrière militaire de celui qui deviendra bientôt l'icône par excellence du poète soldat. Entre le 21 août 1915 et le 4 novembre 1918, Wilfred Owen aura passé 36 mois et 15 jours sous l'uniforme. Quant à sa présence effective au front ou à proximité de celui-ci, il n'excède pas un peu plus de 3 mois. Le reste se répartissant entre permission, formation, période d'hospitalisation et de convalescence. Le seul titre de gloire strictement militaire qui échoit au poète se place à la toute fin de son parcours, le 1er octobre 1918. Après le combat de Joncourt dans l'Aisne,
Wilfred Owen est recommandé pour cette croix militaire qu'il n'aura jamais l'occasion de porter. Quant à sa mort, probablement héroïque, on doit insister sur la verbe, à Port, le 4 novembre de la même année, les circonstances en demeurent encore aujourd'hui nébuleuses, aucun témoin ne s'étant révélé en mesure d'assurer que le poète était mort sur la berge du canal de la Sambre ou lors de sa traversée. Seule la date de son décès, 7 jours avant l'armistice, par son ironie amère, serait de nature à susciter un intérêt apitoyé. L'arrivée du télégramme fatidique chez les parents à Shrewsbury, alors que sonnent les cloches et dansent les foules, ne ressemble-t-elle pas à une saine affaire qu'on hésiterait tout de même à placer en conclusion d'un mélodrame larmoyant? Non. Plus que jamais, la survie de Wilfred Owen réside dans sa poésie, même si sa carrière militaire lui offre une caisse de résonance tout à fait appropriée. On a bien dit poésie et non poème. Le distinguo, moins subtil qu'il n'y paraît, est d'importance pour notre essai de démonstration. Il y a en effet chez Owen un faire qui dépasse les simples produits de ce faire. Et ce faire, c'est tout simplement son art poétique. Aussi mince soit-il, le corpus owenien permet malgré tout de discerner une évolution et des tendances, parfois contradictoires, traduites dans des poèmes à la fois aboutis et variés, par la forme et le fond, dont une dizaine au moins constituent les fleurons connus et pour beaucoup immédiatement identifiables. Ce qui nous amène tout droit à un autre problème, dont je vous ai déjà entretenu dans un précédent exposé. Il est tout entier circonscrit dans le syntagme « war poet », exactement traduit en français, bien que la transposition en augmente encore le caractère réducteur, par « poète de guerre ». On le voit, ce syntagme définit une catégorie vaste, uniquement préoccupée de thématique et de chronologie. De ce fait, elle n'est pas artistiquement discriminante et s'apparente peu ou prou, selon le degré d'exigence présidant à sa délimitation, au fourre-tout. Sachant ce qui précède, Wilfred Owen est-il un war poet? La réponse est oui. Mais aussitôt, il convient de préciser, voire même de corriger tout ce que le syntagme peut avoir de réducteur. Dans cette perspective, il faudra donc modifier notre réponse et remplacer le oui par un oui aussi. Car si le syntagme war poet par son premier terme définit une catégorie temporelle, il transformerait alors le poète, qui en serait affublé, en témoin d'époque, avec cette conséquence dommageable que la matière historique se mêlerait intimement jusqu'à l'occulter à un substrat littéraire strictement daté. On peut donc dépasser les effets d'une classification réductrice et facile, priser des assembleurs d'anthologie. Pourtant, selon qu'ils privilégient l'un ou l'autre versant de l'œuvre, soit qu'ils adoptent la vision davantage politique du poète militant, ou au contraire selon qu'ils insistent plutôt sur les qualités élégiaques et contemplatives du verbe owenien, l'amateur comme l'analyste propose un choix, volontaire ou non, selon des dosages variés. À chacun son Wilfred, pourrait-on dire. Les préférences qu'il exprime par rapport à tel ou tel poème permettent de situer le lecteur, qui règle le curseur entre ces deux pôles pas nécessairement antithétiques. D'un côté, des textes exprimant la révolte, l'indignation et la contestation. De l'autre, des pièces moins directement dénonciatrices, aux messages davantage complexes, aux images souvent mystérieuses, intrigantes, préférant le questionnement à l'affirmation. Élégie ou péant, strange meeting, étrange rencontre, et exposure, froid, première ligne, rendent en effet un tout autre son que les poèmes peu ou prou militants de Wilfred Owen. En cela, notre poète se révèle malaisément classable, et de ce fait difficilement récupérable. Pour les penseurs binaires, comment réconcilier en un seul homme, d'une part le pacifiste profond, et d'autre part l'officier scrupuleux, dévoué à ses hommes mais avide de reconnaissance, qui écrit le 25 avril 1917, je cite le temps terriblement long que nous avons dû passer là sans être relevés était sans doute inévitable, mais cela nous rend amers envers ceux qui en Angleterre pourraient nous relever et ne le feront pas. On le comprend, la richesse de la poésie procède aussi de la complexité de l'homme poète. Et si la parole de Wilfred Owen survit, c'est sans doute aussi parce que la qualité de son chant déborde et de fort loin les limites que l'on voudrait imposer à son message. Pourtant, davantage peut-être que sa poésie, le personnage dont Wilfred Owen a fait et continue de faire l'objet de tentatives de récupération, bienveillantes le plus souvent, malveillantes en de rares occasions. Ainsi, pour prendre un exemple,
L'homosexualité réelle ou supposée de l'homme suscite-t-elle parmi ses biographes des débats plus ou moins embarrassés? La lecture de passages tels que cette lettre à Leslie Gunstone du 29 octobre 1918 y gagne du même coup tout l'intérêt d'une devinette à double résolution. Alors je citerai. Il y a 2 filles françaises chez Neugeur qui font de moi la cible de leur joyeuse gratitude pour la délivrance. Naturellement, je bavarde beaucoup avec elles, si bien que la jalousie des autres officiers a débouché sur une conversation à l'encontre. L'ironie dramatique de cette affaire était à mourir de rire quand on connaît certaines choses impossibles à relater dans une lettre. Voilà. Il n'en dira pas plus. Alors, homosexuel peut-être, homosexuel sans doute, mais alors fort capable de susciter la jalousie de ses confrères straight. En censurant à grands coups de ciseaux la correspondance de son frère aîné, Harold Owen ne se doutait sans doute pas qu'il installerait un flou à jamais irrattrapable dans sa biographie. Parvenu à ce point de notre démonstration, nous pouvons donc constater que la parole de Wilfred Owen survit aux déficiences et aux limitations de sa biographie, aux classifications réductrices, aux partis pris opposés et aux récupérations abusives. Alors à supposer que cette œuvre dut enfin traverser la Manche, bien après que son auteur s'y soit lui-même résolu, il lui fallait encore survivre à une épreuve plus redoutable encore, celle de la traduction. Dès que j'eus découvert l'œuvre de Wilfred Owen, mes velléités initiales se heurtèrent aux problèmes inhérents à la démarche. Traduire la poésie, est-ce simplement possible? Est-ce même souhaitable? La fidélité au contenu tue la forme, et le respect des structures dévoie le fond. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce qui n'était même pas encore un projet de traduction raisonné et assumé, l'évidence s'imposait à moi que, bien loin de traduire au sens ordinaire du verbe, il fallait adapter, rendre un écho le plus fidèle possible de sens, d'émotion et de mouvement. Un long processus de maturation venait de débuter. En abordant les sonnets de Shakespeare, qu'il se proposait de transposer vers le français avec toute l'élégance qui caractérisait sa plume, le grand Marcel Thierry fit appel au mot « attouchement », dont la justesse lui valut d'apparaître dans le titre même des poèmes qui, en 1970, couronnèrent son entreprise. Très vite, voire immédiatement, dès mes premiers essais, je compris que le parti similaire qu'il me faudrait prendre serait celui-là. Ma démarche n'avait de sens, je dis plus haut, que dans l'adaptation. D'autres l'ont martelé quand il s'agit de transposer une langue non latine dont le découpage du champ lexical et l'agencement syntaxique, pour n'être pas absolument différent du français, s'en écarte à bien des égards. La traduction implique toujours, à l'une ou l'autre étape du processus, une manière de choix. La trahison attribuée au traducteur se manifeste non par une quelconque forme de mensonge, mais par un jeu complexe d'omission et d'ajout. La poésie y surimpose des contraintes formelles, bien souvent insurmontables, sinon en recourant à des déplacements, devenus nécessaires si le traducteur vise à la conservation résiduelle d'une musique. Alors c'est peut dire que la traduction de Wilfred Owen vaut à l'inconscient ou au prétentieux qui s'y attelle davantage de déception et de remords que de félicité. Alors pour un seul bonheur rencontré, lequel semble toujours le fruit d'un improbable hasard, que de frustrations à jamais irrésolues, en dépit des rééditions et de leurs possibles corrections. Parfois de probables maladresses dans un original lui-même inachevé permettent au traducteur de s'exonérer. Ainsi, que faire en français de ce verbe pas trop bien balancé, extrait de Strange Meeting, None will break ranks, though nations strike from progress, sinon un très faible et surtout trop long, il y a 5 pieds de trop, aucun ne rompra les rangs, les nations feraient-elles le progrès. Le fond est sauf, la forme souffre. Au contraire, dans le même poème, les 2 vers qui suivent, Courage was mine and I had mystery, Wisdom was mine and I had mastery, se prêtent à une transposition quasiment parfaite de la forme comme du fond. J'avais le courage et j'avais le mystère, j'avais la sagesse et j'avais la maîtrise. En remplaçant la forme prédicative anglaise par une déclaration de possession, l'assonance du verbe original est déplacée mais conservée. J'avais, alors qu'un trop grand respect de l'original, le courage était mien et la sagesse était mienne, la compromettrait. Ce n'est là qu'un minuscule exemple parmi des centaines d'autres, dont certains d'ailleurs continuent à compromettre mon rêve d'une traduction intégrale des poèmes. Même augmentée, la 2e édition du recueil, intitulée Échappement crépuscule, paru en 2012, n'offre toujours qu'un survol incomplet de l'œuvre poétique, rythmé par des échos issus de la correspondance. Autrement dit, le choix opéré reflète aussi une provisoire impuissance
dans le chef du traducteur, car certains poèmes résistent à ma velléité de transposition. Je pourrais certes en donner une version lexicalement correcte, mais insuffisante, car selon un critère ardu à définir pour le moins, peu inspiré. Dans l'approche adoptée, nul doute que la forme souffre bien davantage que le fond. Sauf heureuse coïncidence, la rime est perdue, les allitérations dans le meilleur des cas déplacées, le maître gaucher est déréglé, et si on creuse encore, ce qui fait sans doute une des plus puissantes originalités du vers owenien, la arrow rhyme, selon la définition qu'en donne Edmund Blunden, si peu adaptable en français, elle s'évanouit. Le traducteur en arrive à se réjouir quand, transposant les vers inauguraux de Anthem for the Youth, alors je le cite en anglais très rapidement, What passing bells for these who die as cattle, only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty poisons. Il parvient à faire rimer, au prix d'un déplacement, les canons, guns, et les oraisons, horizons. Quel là pour ceux-là qui meurent comme du bétail, seule la monstrueuse colère des canons, seuls les crépitements rapides des fusils peuvent encore marmotter leurs hâtives oraisons. Alors ce traducteur a parfois plus de chance, comme quand dans le fragment I saw a round marked crimson, toujours au prix de déplacement, il peut rendre au poème un aspect partiellement rimé et jouer sur des assonances le plus souvent impossibles à placer dans une version française. Je cite directement ma version. J'ai vu foncer la pourpre de sa bouche ronde quand elle tomba, tel un soleil profond en sa dernière heure. J'ai contemplé magnifique le recul de l'adieu, nuage, demi-jour, demi-pénombre, et le firmament de sa joue embrasé d'une ultime splendeur, et dans ses yeux la lueur des froides étoiles, très vieilles, très pâles, en des cieux différents. Dans la version originale, Hour ne rime évidemment pas avec Splendor, mais bien Gloire, de même que Eyes ne répond pas à Farewell, mais annonce le Skies final. Pour couronner ses dévoiements plus ou moins discrets, le traducteur s'offre même une assonance, laquelle devient même rime interne entre étoile et pâle, la lumière des froides étoiles, très vieilles, très pâles. Avant de clôturer ce trop long aspect de mon exposé, je ne ferai que mentionner le danger de contemporanéisation, ça y est, je l'ai dit, qui pèse sur les textes de cette époque. L'activité littéraire de Wilfred Owen s'est située durant une période précise de l'histoire. Ceci a pour conséquence qu'une éventuelle méconnaissance de la société, des mentalités, des techniques, ici militaires, et des représentations du temps, lesquelles on peut ou constituer le creuset d'une vie et d'une production littéraire originale, peut dénaturer fondamentalement ou dans le détail le cœur vivant du message en y semant des anachronismes intempestifs. Au point où nous en sommes, nous avons vu que pour survivre et s'épanouir, la parole poétique, et donc celle de Wilfred Owen, ici dans l'espèce, devait louvoyer par ses moyens propres entre une impressionnante quantité d'écueils. J'ai tâché de les nommer et d'en opérer un essai de catégorisation. Biographies incomplètes ou tronquées, classification réductrice, récupération bienveillante ou malveillante, traduction hésitante ou actualisante. Par contre, si on veut bien souscrire à cette opinion discutable selon laquelle le nombre d'imitateurs, d'épigones ou de suiveurs mesurerait la vitalité des œuvres, on pourrait alors poser que la survie de la parole owenienne était tout sauf garantie a priori. L'histoire littéraire ne reconnaît à Wilfred Owen aucun descendant direct revendiqué. Si sa parole survit, c'est donc à ses vertus uniques qu'elle le doit, et non aux enseignements de quelque école, mouvement ou coterie littéraire venue après lui. Certes, dès le début, l'œuvre a drainé un courant d'admirateurs au flux très variable selon les époques. Pour autant, l'influence qu'elle a pu exercer sur d'autres créateurs demeure diffuse, subtile et peu discernable. Si tel est véritablement le cas, il faut sans doute en chercher la raison dans le fait que cette influence agit davantage en profondeur. Il ne faut toutefois jamais jurer de rien. Tout à l'heure, en parlant de traduction, j'évoquais les attouchements auxquels elle procède. Marcel Thierry, pour un même résultat, aurait d'ailleurs pu choisir le terme effleurement. Cette fois, histoire de moduler mon affirmation précédente, je parlerai des affleurements, souvent surprenants, de l'œuvre owenienne qu'il m'a été donné d'observer dans quelques productions de ses successeurs. Preuve, s'il en fallait, que la survie ici peut se manifester par le biais de remontées probablement inconscientes. Alors, parmi les war poets de la Seconde Guerre mondiale, si l'on place à part l'énorme talent de Keith Douglas,
on trouve quelques artistes auxquels on ferait injustice en les qualifiant de mineurs, car ils n'eurent pas le temps de donner toutes leurs mesures avant leur disparition brutale. Parmi eux, on trouve ainsi John Jarman, né en 1911 ou en 1944, tout récemment réédité, auteur d'un unique recueil posthume, que j'ai ici d'ailleurs, ça c'est le recueil original, ça c'est la réédition. Avec l'appareil critique, ça gonfle toujours les choses. Alors entre Owen et Jarman, peu de points communs. Owen veut étudier la littérature à l'université, mais ne peut y accéder faute de moyens financiers, tandis que Jarman, tout en prisant les lettres, étudie les mathématiques à Cambridge. A priori, leur parcours guerrier n'a lui non plus rien de comparable. Pour le lieutenant Owen, la boue de la Somme du Cambrésis, le froid des hivers humides et les paysages dévastés. Pour le major Jarman, le sable du désert, les chaleurs taurines, les tempêtes sèches et les ruines romaines qui surgissent au détour des sables. Mais ces différences ne sont que de surface. Et si l'art poétique de Jarman, ennemi de toute sophistication inutile, n'atteint pas toujours les sommets du lyrisme owenien, il est au moins un endroit où l'œuvre de l'aîné affleure dans celle du major mathématicien. À travers le poème intitulé Embarkation, embarquement, daté par Jarman en 1942, le lecteur doué de mémoire et de sensibilité ne pourra que déceler un écho de la pièce intitulée The Send-Off, les adieux, écrite par Owen en 1918. Qu'on en juge à la lecture des 13 premiers vers d'Owen et des 8 premiers de Jarman, que je traduis ici. Vous trouverez les vers originaux dans le papier que je vous ai distribué. Alors d'abord Owen. Par les voies assombries, ils marchèrent en chantant jusqu'à la remise de l'embranchement. Lugubres et gais, les visages s'alignaient le long du train. Bruns et couronnes ornaient leurs poitrines blanches comme celles de mort. Les porteurs engourdis les suivaient du regard. Un cheminot ne perdait rien du spectacle. Navré d'avoir raté la roue au départ du cœur. Alors, impassibles, les signaux acquiescèrent. Une lampe fit un clin d'œil aux gardes. Ainsi, tels de secrètes injustices, ils s'en allèrent. Ils n'étaient pas des nôtres. Jamais nous n'avons su quel front les attendait. Ensuite, Jarman. À bord de trains inaperçus, nous quittâmes le pays, le soir en secret par des gardes au bord de route. Aucun ne savait d'où nous partions, aucune main pâle ne nous fit signe quand nous allâmes, aucun ami ne dit adieu. Mais serrés sur des quais envahis d'herbe, seuls quelques officiels, montres en main, notèrent l'heure furtive de notre séparation, et tandis que nous partions, tournèrent la tête vers le côté. Alors la parenté entre ces deux extraits se révèle à plusieurs niveaux. Chez Owen comme chez Jarman, nous assistons en parallèle à une scène identique, décrivant l'embarquement et le départ de troupes à bord d'un train. Ça, c'est l'évidence. Il y a d'abord unité de temps, soit à la tombée du soir, darkening lanes, voies assemblées chez Owen, at evening chez Jarman. Des deux côtés, le départ se place sous le signe du secret, du cachet, comme le souligne l'adverbe secretly, en secret, ou l'adjectif hushed up, passé sous silence chez Owen. Alors chez Jarman, c'est undetected, inaperçu, secretly en secret aussi, stealthy, furtif. Et d'ailleurs, Jarman précise, aucun ne savait d'où nous partions. Cet embarquement prend place dans un lieu écarté du système ferroviaire, dépourvu de tout prestige, siding shed chez Owen, wayside stations et weed-grown platforms chez Jarman. Les témoins de la scène sont au mieux curieux, au pire indifférents, voire impatients de s'en aller. Les porteurs engourdis les suivaient de regard, un cheminot ne perdait rien du spectacle chez Owen, ou même les signaux restent unmoved, impassibles. Tandis que chez Jarman, seuls quelques officiels, montres en main, tournaient les talons vers leur hôtel. Donc il n'est pas jusqu'au vocabulaire utilisé par les deux poètes qui ne contribue au rapprochement des deux narrations. Mais le jeu de miroir peut aussi rendre des reflets presque exactement inversés, témoignant que les deux hommes ne partagent ni la même époque ni le même conflit. Là où les militaires de Jarman ne connaissent pas le lieu d'où ils partent, tout indique au contraire qu'ils connaissent leur destination, l'Égypte ou Cyrénaïque. Chez Owen, le mystère entoure le but du voyage. Les témoins anonymes du départ confessent une ignorance sans doute partagée, laquelle contribue d'ailleurs à leur distanciation par rapport aux voyageurs. Jamais nous n'avons su quel front les attendait. Écrit en 1918, le poème d'Owen fait probablement allusion à un souvenir antérieur, car, autre différence notable, si le départ du train se place sous le signe de la discrétion, un épisode de liesse populaire l'a précédé. Bruns et couronnes ornaient leur poitrine. Le chant des troupiers, ils marchèrent en chantant,
en constitue l'ultime et dérisoire reliquat. En 1942, en revanche, l'enthousiasme général n'est plus de mise et ceux qui partent n'en conçoivent d'ailleurs aucune amertume. Il y a un contraste parfait. Aucune main pâle nous fit signe quand nous allâmes, aucun ami ne dit adieu. La charge critique se déplace donc des femmes qui distribuent des fleurs aux soldats dans le texte d'Owen, lesquels apparaissent quelques vers plus loin, aux officiels pressés de rejoindre leur hôtel chez Charlemagne. Et quand parmi les troupiers d'embarcation au vers 20, dont vous ne disposez pas, l'un d'eux casse une timide wisp of song, entonna l'air timide d'une chanson, au moment de monter dans le bateau qui les emporte, le chant qui s'élève alors a perdu l'innocence des commencements, et s'il ravive les courages, c'est face au désespoir qui menace, pour proclamer la solidarité de ces vies fragiles. On le voit, même les dissemblances sonnent des échos. Pourtant, à la lecture des deux poèmes, pas en seul instant la notion d'imitation, et moins encore de plagiat, ne vient à l'esprit, mais bien plutôt le sentiment que chacun à son époque, à 22 années de distance, deux poètes ont su saisir avec des sensibilités originales et des savoir-faire différents le sens profond d'une situation parallèle, chacune certes singulière et datée, mais ouvrant à sa manière sur l'universalité du destin humain. Voilà ce qui toujours, dans un monde idéal, devrait garantir la survie d'une parole. Voilà ce qui explique sans doute, en partie du moins, cet affleurement ponctuel, aussi naturel qu'évident, d'une œuvre ancienne à la surface d'une œuvre plus moderne. On le voit donc, la parole poétique peut survivre à tout, aux classifications réductrices, aux récupérations abusives, aux traductions infidèles, et en prime, à force d'épouser les courants profonds d'une émotion sans âge véritable, elle peut s'inviter en passagère clandestine dans l'œuvre d'autres créateurs. Je vous remercie.